Salut à toutes, salut à tous, on est ensemble sur le Phocéen pour de nouvelles aventures, une nouvelle émission où vous allez pouvoir interagir avec moi grâce à un numéro de téléphone magique. On va aussi pouvoir, bien sûr, vous le savez, être diffusé sur beaucoup de plateformes différentes. On est sur Twitch, on est sur le Phocéen, on est sur Dailymotion, on est sur YouTube aussi. N'hésitez pas à venir nous voir. Le chat avec lequel j'interagis pour information, il se trouve sur Twitch, le Phocéen officiel, pardon. Ça va bien, qu'aucun de sort, merci pour le message, merci à toutes et à tous, tout va très très bien, dans le meilleur des mondes. Voilà, on est plutôt pas mal sur le Phocéen en ce moment. On va vous accompagner jusqu'à ce match de Lens, samedi à 17h, vous le savez, où l'Olympique de Marseille tentera de gagner une 6e fois sur 7 à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, tout va bien. C'est à domicile que c'est pas foufou. Je sais pas, Nico, j'ai pas cette info. Sauna, un an d'abonnement, merci à toi, 12 mois d'abonnement, ça se fête. Happy birthday, mon ami, merci pour ta fidélité au Phocéen et à toutes nos émissions, parce que tu es quasiment dans toutes les émissions et je le vois. Donc merci beaucoup à toi. Les amis, qu'est-ce que... Pas de Højbjerg aligné hier. Non, il était suspendu, Icario Højbjerg hier, avec le Danemark. Donc, pas de Højbjerg, c'est normal. Voilà. Aucun problème pour Højbjerg. Aucun problème d'ailleurs pour les Marseillais pour l'instant dans cette trêve internationale qui a bien marché d'ailleurs pour Murillo. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais Murillo s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Nations nord-américaine avec le Panama. Le Panama qui est une sélection qui tourne pas mal. On s'y intéresse évidemment très peu. On s'y intéresse que depuis qu'on a Murillo, on va pas se mentir. Mais voilà. Je sais pas si tu as vu mon message sur MyPhocéen. Je ne suis pas encore allé ce matin. Merci Nico, excuse-moi, j'allais y aller après l'émission, voir un peu ce qui se disait sur MyPhocéen. Quelle est ta question du coup? Je sais pas si tu as vu mon message. Est-ce que Rouly et Balerdi seront remis du décalage horaire et de la fatigue? Rouly, de toute façon, oui, parce qu'il va pas jouer. Donc il n'y aura pas de problème à mon avis pour Rouly. Il joue ce soir, à 1h du matin. D'ailleurs, le match est diffusé sur la chaîne L'Équipe. Donc ça, c'est sympa. Pour les couches tard de regarder pourquoi pas l'Argentine et qui sait avec Balerdi peut-être. Je pense que oui, il sera remis aussi parce que maintenant l'Argentine, oui, il y a quand même un sacré trajet pour revenir, mais malgré tout dans des conditions plutôt acceptables au niveau du luxe, on va dire entre guillemets. Tu voyages pas en classe éco quoi quand tu fais des déplacements internationaux, donc ça va, je pense qu'il sera remis très rapidement sur pied, puis il va pas jouer les 90 minutes, puis même s'il l'est joué, de toute façon il est tellement important qu'il sera là. Voilà. Tu penses pas que si on a le même nombre de points, mais parcours inversé domicile extérieur, ça change la vision du truc? Bien sûr, Perdo de la Pampa, mais j'ai déjà répondu à exactement la même question, je suis d'accord avec toi. Si on inverse totalement le calendrier, les matchs qu'on a perdus, on les a perdus à l'extérieur et pas à domicile, etc. etc. En vrai, c'est totalement positif. On aurait 5 victoires au Vélodrome en 6 matchs. On serait dans une saison où on se dirait, ça va. Évidemment, petit problème, mais ça va. Tu penses quoi des absences à Lens? Anecdotiques ou pas si anodin? Les absences de l'OM ou les absences de Lens? Les absences de Lens, il y en a beaucoup. Je pense que c'est pas anecdotique pour leur flanc droit, parce que Frankowski et ses doublures sont absents. Après, la défense centrale, je pense qu'ils vont s'en sortir à construire quelque chose de solide. Ils ont quand même Medina et Danso encore. Tu leur mets un milieu de terrain, pourquoi pas Odje-Diran à côté, qui est assez solide, et ça va le faire pour eux défensivement. Après, le problème, ça sera... pour eux, dans le couloir droit, je pense, voilà, à moins qu'ils mettent un gaucher à droite, enfin voilà, ils se débrouilleront. Ils feront ce qu'ils veulent, mais ils se débrouilleront. Et puis pour nous, l'absence principale, probablement, c'est Cornelius. Évidemment que c'est un peu dérangeant, mais ça va. Kusanov, ça vaut quoi? C'est un bon joueur, hein. C'est un bon joueur qui sera suspendu, donc on ne pourra pas le voir, mais c'est un défenseur central qu'ils ont recruté, qui est ouzbek, je crois, et qu'ils ont recruté il y a 1 an et demi et qui progresse, donc qui est jeune. Donc il est intéressant, voilà. Le jeune qui a pris 9 matchs, alors il n'y a pas de 9 matchs fermes, il y a du sursis, mais
j'étais pas là-bas, donc je ne sais pas si c'est honteux ou pas. Tout laisse à croire que c'est honteux, puisqu'on est tombé un peu dans un traquenard en Corse. Donc oui, ça reste peut-être honteux. Après, il a certainement été jugé responsable d'avoir mis le feu aux poudres avec un ballon dégagé dans les tribunes. Bon, moi je trouve que c'est lourd. Voilà, c'est lourd. Tout dépend le rapport de l'arbitre. J'étais pas là-bas, je ne sais pas. Voilà, honnêtement, je vais pas me prononcer là-dessus, mais oui, ça a l'air lourd. Cornelius s'est blessé aux côtes. Il s'est blessé dans l'avant-dernier match à Nantes. Je crois que c'était à Nantes. Hein, oui. Donc Cornelius, je pense qu'il sera pas revenu. Donc voilà. Et Harit, oui, on ne sait pas. J'ai pas de nouvelles personnellement de l'état d'Harit. Il semblait souffrir d'un petit truc, mais finalement, ça fait s'il manque ce match, ça fera presque un mois qu'on l'aura pas vu. Donc ouais, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut faire appel? Alors, est-ce que ça vaut le coup de faire appel pour un joueur de la réserve? C'est toujours pareil. Est-ce que tu gâches c'est pas que tu... Mais par exemple, est-ce que si là, on prend un carton rouge et qu'on veut faire appel, c'est pas plus important d'insister sur le prochain appel que sur celui-là? Il y a des combats un peu plus importants. Voilà, donc oui, dans l'absolu, on peut faire appel, mais... Est-ce qu'on aura gain de cause? Vous savez, la commission de discipline de la 3F est souvent très dure par rapport à celle de la LFP, notamment pour le football amateur, donc c'est compliqué. Au vu de la situation comptable délicate de Lyon, penses-tu que Longoria et Benatia vont aller faire leur course là-bas? Je pense pas. Je pense pas. Et toi, tu prendrais qui si jamais y a pas beaucoup de joueurs qui sont très intéressants, mais il y en a deux, évidemment... que moi je prendrais parce que je les aime beaucoup, c'est Malik Fofana à gauche, même si on a déjà Jonathan Rowe, donc je pense pas qu'on ira, et Luis Enrique, et je pense pas qu'on ira investir sur ce poste-là, donc non. Mais le deuxième, c'est Ryan Cherki. On dit qu'on manque d'un numéro 10, que Harit c'est pas suffisant, etc. etc. Ryan Cherki, évidemment, pour moi il coche beaucoup de cases. Le problème c'est qu'il est très très lyonnais, identifié lyonnais. Mais oui, Ryan Cherki, bien sûr, évidemment. Après, il y a des joueurs intéressants à d'autres postes, mais je pense pas qu'on ira faire les courses là-bas, comme vous dites. Il y a Maitland Niles qui est pas mal pour jouer arrière droit, pourquoi pas, un joueur offensif qui peut apporter, anglais qui s'entraîne très bien avec Greenwood. Donc je pense que si on bouge, ça peut être sur ce type de joueur-là, Ainsley Maitland Niles. Voilà. Non, alors, juste honnêtement, le comportement de Cherki, j'ai pas vu avoir un comportement détestable et à aucun moment, sauf contre nous quand il enlève le maillot, etc. Mais je pense pas qu'en interne il soit pas apprécié, Ryan Cherki. Donc voilà. Mais bon, je pense pas vraiment qu'on ira chercher un joueur à Lyon. Je m'étonnerais. Mon avis sur l'avenir de Lyon, j'en sais rien. Je suis pas dans les comptes. Ce qui est certain, c'est qu'à mon avis, au mercato d'hiver, ils vont s'affaiblir un peu, perdre 2-3 joueurs, voire 4. Mais ils ont beaucoup d'effectifs. Tu prends leur attaque, franchement, elle est solide, quoi. Ils ont 8 ou 9 joueurs offensifs, ils en font jouer 3. Donc voilà, moi je pense que Lyon peut continuer à s'en sortir cette saison, mais ils auront peut-être moins de profondeur de banc à partir du mois de janvier et ça sera un peu... plus difficile, mais oui, ils ont 2 lignes d'attaque. Icario, rien que les avant-centres, ils en ont 3, avec Mikotadze, Orban, Lacazette. Et sur les ailes, ils ont Cherki, Fofana, Benrahma, Zaha, et j'en oublie. Donc, ils auront peut-être Almada aussi, qui va arriver. C'était prévu. Je pense qu'il va quand même arriver. J'en sais rien. Je sais pas, les amis. Je sais pas. Parce que... vu que le deal a été fait avant, il y a Nouama aussi, merci Steph, voilà, il y en a plein, ils en ont plein des attaquants. Donc je pense que s'ils en perdent 2 ou 3, ça va pas changer leur vie. Donc voilà. Tagliafico, si tu veux mon avis, MB Sultana, c'est très surcoté. Je le trouve pas excellent ce joueur du tout. C'est un joueur lambda, un arrière gauche assez lambda. Le truc c'est qu'il est champion du monde parce qu'en Argentine, il n'y a pas d'autre arrière gauche, mais
C'est un peu par défaut qu'il y est. C'est un peu comme nous avec Koundé à droite, quoi. Koundé, bon, voilà. Voilà, on va pas faire. C'est pas l'OL au café, hein, c'est l'OM au café. Je vous rappelle qu'on est en direct sur YouTube, Dailymotion, Le Phocéen, évidemment, et Twitch, où je réponds à vos questions ce matin. Voilà, donc l'actu OM, mais pas que, vous le voyez. Même si ça rejoint l'actu OM, puisque c'est la Ligue 1, puisqu'on parle du mercato, etc. etc. Mais je n'y crois pas vraiment, les copains. Honnêtement, qu'on irait s'envoyer sur du Lyon, quoi. Eline Kira, merci, je t'avais pas vu. 3 mois consécutifs d'abonnement, 16 mois d'abonnement. Ça fait plaisir, c'est gentil. Et la question de tout à l'heure, c'était Oseb Mouille-toi. J'ai pas cité le pseudo. On me dit souvent, tu cites pas les pseudos. S'il te plaît, cite-les. Donc, je vais essayer de m'y atteler. Et je m'excuse pour ceux que je ne cite pas. Je regarde surtout les questions, à vrai dire. Romain, t'as juste le chat de Twitch? Oui, exactement, Lopsy. J'ai que le chat de Twitch. Pas tout faire, hein. Je peux pas lire un chat là, vous parlez. C'est trop compliqué. Un chat, déjà, c'est beaucoup. C'est Foufa, l'assistance vidéo aux entraîneurs, tu en penses quoi? Alors oui, c'est un bon sujet. Koundé, il est monstrueux? Non. Non. Avec le Barça, oui, parce que il joue avec d'excellents joueurs dans les circonstances et tout, mais Koundé, pas un arrière droit, quoi. Bon. Bref, on va pas faire un débat sur Koundé, mais oui, il est énorme au Barça, mais je vous dis, moi, qu'en équipe de France, Koundé, finale de Coupe du Monde, il a pris un bouillon pas possible sur Di Maria. Moi, je suis pas d'accord avec ça, mais après, je respecte votre avis. Pour moi, Koundé, c'est pas un très bon arrière droit. Des Koundé, il y en a des. Enfin, bon, bref. Tu regardes pas les matchs. Il est très bon au Barça, je vous dis. Tu parles de l'équipe de France, les gars. Moi, je vous dis qu'en équipe de France, moi, Koundé, j'ai vu les 2 matchs pour le coup. Pas bon. Donc, Barça, évidemment, très bon avec Ansu Fati devant lui. Ça se passe super bien, etc. Romain, cite mon pseudo. J'ai pas touché. Je rigole. Bah oui, pas de souci. Je vais citer les pseudos, les gars. On s'en fout de l'EDF. Je le dis avec d'autres mots que toi, JPP. Si tu veux, moi je m'en fous pas, mais évidemment c'est secondaire. Et Mbemba, s'il part en janvier, comment ça va se régler? C'est Nico qui demande ça. Oh, ben ça va se régler à l'amiable hein, s'il part. Hein. Mais et voilà. J'ai dit Ansu Fati. Oh là là, mais oui, évidemment, Bika, c'est pas du tout Ansu Fati, c'est Lamine Yamal que je voulais dire. Pourquoi j'ai dit Ansu Fati? Je sais pas. C'est subliminal. Peut-être parce que c'est un joueur que j'aimais bien. Non, bien sûr, Lamine Yamal. Je sais pas pourquoi je dis Ansu Fati. Ça va pas, non. Des rumeurs font état d'un intérêt de l'OM pour Badiachil. J'y crois pas une seconde au M13 qu'on ait un intérêt pour Badiachil pour 2 raisons. Premièrement, parce que on a déjà recruté 2 stoppers gauche au mercato précédent. Quand on y est dû, c'est Brassier. Que ça m'étonnerait fort qu'on ait un stopper gauche qui arrive. Que si on a un stopper, je pense que ça sera un stopper droit et je crois même pas qu'il y aura un stopper. C'est OM13 qui posait cette question. Non, Højbjerg, je l'ai déjà dit, il était suspendu hier. N'Golo Kanté en fin de contrat en janvier. On a déjà du monde, mais vous en pensez quoi? Longoria tente beaucoup ce genre d'opportunité. Alors, il n'est pas en fin de contrat en janvier, il est en fin de contrat en juillet, je crois. Peut-être que j'ai une bêtise, mais il me semble. Hein. Et puis, je pense pas qu'il soit ciblé. Mais oui, ce serait un super joueur, N'Golo Kanté. Puis le salaire XXL, ouais, Badiachil, à mon avis, effectivement. Pour moi, on a plus besoin d'un 10 que d'un central. Je suis assez d'accord avec toi, Perdo de la Pampa. Simakan, il est en Arabie Saoudite depuis quelques mois, donc je pense que Simakan il va rester en Arabie Saoudite. Hein. Encore Danso, arrêtez de me parler de Danso à toutes les émissions. Vous le trouvez si bon que ça, Danso, les gars? Parce que je sais pas. Bon, après c'est vrai qu'une défense Balerdi Danso, ça peut être pas mal. Ouais, je peux vous rejoindre là-dessus. Et si on revendait Brassier à Brest? Pourquoi pas? Tu penses que Roberto De Zerbi va à terme tester Bamo Meïté en DC droit avec Balerdi DC gauche? Bah écoute, ça serait une bonne idée, Charlie. Et je pense pas qu'il le fera, mais ça serait une bonne idée.
Je pense qu'il va partir au mercato, oui. Ça s'active déjà un petit peu pour un prêt autour de Bamo Meïté, mais l'OM pourrait même espérer une vente. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas joué, donc complexe. C'est vrai que quand on est fan de Sarr, on peut pas aimer Koundé. Ouais. Non, mais moi, ce que j'explique, c'est que tu vois, en équipe de France, bah, je préfère Lucas Digne, je préfère Théo Hernandez en profil de latéraux. Je ne dis pas que Koundé est nul, je dis juste qu'en latéral droit, pour moi, ce qu'apporte Koundé offensivement, c'est totalement insuffisant et ça ne me convient pas pour une équipe comme celle de l'équipe de France. Évidemment que si tu me le donnes en club, Koundé, je le mets à la place de Murillo tous les jours, il n'y a pas de problème. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est pas grave. Rowe à droite, ailier, Harit, meneur de jeu excentré gauche et Greenwood faux neuf. Non, je pense que si tu t'amuses à mettre ces trois-là, il faut laisser comme c'est Michel De Wolf. Il faut mettre Rowe à gauche, Harit dans l'axe et puis Greenwood à droite. Je pense qu'en plus, si tu ressens Greenwood, tu perds un peu de son influence et de son impact dans les 1 contre 1. Donc voilà, je pense pas. Je pense pas. Quel 10 et quel arrière droit pour le mercato? Déjà, des 10, c'est pas simple d'en trouver, mais je pense qu'il va falloir y aller. On avait pris Carboni dans cet état d'esprit-là. Carboni, c'est fin de saison quasiment. Hein. Donc, oui, belle époque, Michel De Wolf, l'LDAD2, les années 90, bien sûr. J'oublie les matchs de Koundé pendant l'Euro. Ouais, bon. On m'a pas sauté aux yeux, mais c'est vrai qu'il fait un bon Euro. Après, quand on n'aime pas trop un joueur, on n'aime pas trop un joueur. C'est comme ça, on va pas... mais je comprends ce que vous dites. C'est vrai, et puis il n'a pas de concurrence à droite, quoi. Le concurrent de Koundé, c'est Jonathan Klaus. Bon, on a vu, on sait comment ça défend Jonathan Klaus, donc évidemment qu'il n'y a pas de concurrence. Pogba dans un milieu à 3 avec sa Vista. Ah ben oui, c'est pas qui évidemment. Le truc, c'est qu'il ne sera pas possible de jouer pour Pogba avant mars. Donc l'imaginer Pogba à ce moment-là, plutôt pour la saison prochaine, mais oui, dans un milieu à 3, ça serait super. Manu Koné de l'AS Roma, bah ouais, Manu Koné, c'est un bon joueur, mais ils l'ont pris. Donc maintenant, c'est trop tard. Mais effectivement... Macter le nul, le milieu d'Angers, tu en penses quoi? Je pense que tu fais référence à Abdelli, qui a une rumeur autour de lui ces derniers jours. Je pense que ça flopperait totalement à l'Olympique de Marseille, joueur de Ligue 1 comme ça, qui state pas de fou, qui est par fulgurance, qui a été excellent contre Monaco, mais qui, bon, dans l'ensemble, n'est pas non plus un phénomène absolu. Pour moi, c'est non, faut passer son chemin, quoi. Mais après, chacun ses goûts. Non, mais c'est pareil, Cario. Pogba 2016-2018, oui, mais maintenant, les gars, oui, enfin, ça reste Pogba. Pogba, c'est une qualité de frappe, c'est un danger permanent autour de la surface. C'est un joueur avec une qualité de passe rare. C'est un joueur athlétique, donc ça reste quand même Paul Pogba. Donc moi, même s'il n'a pas joué depuis longtemps, que ses dernières saisons sont pas terribles. L'enfant divin, Majer, Lovro Majer, l'ancien Rennais en 10, c'est pas mal. C'est sur courant alternatif, Lovro Majer. C'est-à-dire que quand il est dans un très bon jour, il était très bon, mais il y a des jours où on ne le voyait pas du tout. Voilà. Allez, j'avance. Tac. Le sujet Rongier, on en a beaucoup parlé, Filf71. Le problème, c'est qu'il n'y a pas forcément la possibilité de le remettre. C'est-à-dire qu'en arrière droit, on a vu que c'était pas ça contre Nice. Il n'y a plus qu'à le milieu de terrain. Højbjerg et Rabiot sont jamais blessés, jamais suspendus. Et la troisième place, elle est plus pour un créatif. Donc Koné ou Harit pour l'instant. Alors évidemment, on peut imaginer un Rongier briguer cette troisième place-là, mais tu te solidifies, mais tu perds en créativité. Et on a vu contre Auxerre que si on jouait sans créativité au milieu de terrain, c'est-à-dire si on mettait Enrique par exemple, on avait du mal à se créer des occasions, tout simplement. Donc moi, il me faut absolument de la créativité, donc ça sera pas Rongier pour ce coup-là, mais je comprends. Gerson en 10, ça peut le faire. Alors non merci Morad, mais non merci tout simplement, je n'irai pas plus loin.
Mais Gerson, faut en a donné. Hein. C'est un joueur moyen qui est capable de faire quelques fulgurances. Moi, j'ai jamais trop apprécié Gerson, honnêtement. Sur la saison sans Paoli, il a peut-être 10 bons matchs au compteur. Combien de matchs pénibles à suivre de Gerson. Donc, personne te plaît, Romain. Si tu en joues 2 joueurs, toi. C'est vrai que je suis un peu difficile, Phil. Hein. Non, mais en fait, ce que je défends, c'est que pour le mercato... Alors, attends, Charlie qui me dit Danso plus Sildia et on pourra envisager un podium en fin de saison. Je vous ai déjà donné mon avis sur Sildia. Effectivement, il me plaît pas non plus. Bref. Alors, Maza l'Algérien, j'ai vu la rumeur, c'est Foufa, mais je ne le connais pas pour être très honnête. Sternal a les qualités pour jouer 10 si on lui laisse le temps. Oui, mais c'est pas l'idée de laisser du temps aux jeunes là. Là, faut gagner des points, faut gagner des matchs, faut rejoindre la Ligue des Champions. Gerson très bon sur la phase retour. Oui, c'est ça, Sylvain, exactement. Pas tous les matchs, hein, mais voilà. Alors, du coup, c'est quoi personne te plaît si tu manques de joueurs, toi. C'est. Le truc, c'est qu'il faut être réaliste. Moi, je vous dis juste, si c'est pour prendre, je préfère qu'on garde l'effectif et qu'on touche rien. Prendre des meilleurs joueurs que ce qu'on a, ça oui, mais il faut les trouver, c'est pas simple. Magic Chris, merci pour tes 9 mois d'abonnement, c'est cool. Qui? Maintenant, c'est la question. Là, comme ça, je ne sais pas. Après, moi, je suis pas recruteur. Je vous donne mon avis sur les joueurs que je connais et que je vois. Numéro 10, j'ai pas forcément le gars parfait. Ouais, tout à l'heure, on en parlait tout à l'heure, mais Cherki, par exemple, moi, ça me plairait bien. J'aime bien Cherki. Évidemment, Sylvain, Grisou, bien sûr, mais moi, j'essaie d'être dans le domaine du possible. Quoi. Grisou, ça me paraît tellement impossible, mais Romain veut Mitoma, Yamal et Haaland. Non, mais c'est... Oui, si tu me les donnes, oui, mais moi, je t'explique juste que si c'est pour prendre des gars, là, le Abdelli, par exemple, si c'est pour le foutre sur mon banc, j'ai pas besoin. J'ai déjà Harid, j'ai déjà Koné, c'est pas meilleur, quoi. Et j'ai aussi mon Sternal, que je vais donner un peu de temps de jeu. Mais si, moi je suis très sérieux, je le trouve bien, Cherki. J'ai rien contre lui. Évidemment, il est ultra marqué lyonnais et c'est très difficile. Mais bon, moi j'ai jamais entendu dire du mal non plus. Enfin voilà. Il viendra jamais, je suis d'accord, OM. On cherche, je vous parle du profil. Je parle du profil, moi, un 10 meilleur qu'Harit en Ligue 1, il n'y en a pas des millions. Même pas s'il y en a, d'ailleurs, très honnêtement. On pourrait citer Cabella, mais Cabella, c'est pas Cabella Prime tous les matchs. Non, moi, honnêtement, pas de connexion Benatia-Grisou. Alors, ça serait une très très belle surprise, mais je ne pense pas. Un profil Zegrova. Mais on l'a le profil Zegrova, les gars. On a quand même Greenwood. C'est le même. Hein. Zegrova, pas de gauche, je rentre intérieur depuis le côté droit. Donc, oui, on l'a Zegrova, les gars, déjà. Le retour d'Harit, une bonne nouvelle pour l'OM face à Lens. Si c'est le cas, oui. Évidemment. Évidemment que si c'est le cas, oui. Parce que Harit, malgré tout, on a quand même besoin d'un joueur créatif dans l'entrejeu. Et vous avez le numéro qui s'affiche pour venir me défoncer, parce que j'ai pris des positions un peu difficiles pour vous, me dire que j'ai raison sur un sujet, pour venir me donner un avis, tout simplement. Venez participer à l'émission, ça sera avec plaisir, que ce soit ceux qui sont déjà passés, ou ceux qui hésitent à appeler, je ne mords pas, je ne suis pas méchant, donc allez-y, venez. Golovin, oui, non, mais je suis d'accord, Alfredo. J'ai pas dit que Golovin il bouffe pas Harit tous les jours. Je dis qu'il n'y en a pas des millions, des 10 meilleurs qu'Harit en Ligue 1. Il y en a peut-être 2 ou 3. Effectivement, Golovin. Mais Golovin, tu peux pas l'acheter à Monaco. Donc, moi, je pensais à des joueurs achetables. Voilà. Harit, vivement qu'il revienne, que nos actions finissent en touche, nous dit Lopsy. Oui, c'est sûr. Mais moi, je suis désolé, ça m'embête aussi parce que j'aimerais qu'on soit capable de jouer sans Harit. Mais honnêtement, alors à Nantes, on l'a été parce qu'on a été très dominateur et peut-être qu'on fait notre meilleur match dans la capacité à jouer haut et à récupérer des ballons. Mais contre Auxerre, moi, il m'a manqué, moi, dans le milieu de terrain à Harit. Hein. Voilà, donc c'est comme ça.
Après, il choisit ses matchs. C'est juste que, oui, c'est dur pour un 10 d'être régulier. Sinon, tu joues pas à l'OM, tu joues au Bayern, dans ces clubs-là. Donc, oui, c'est un joueur moyen, évidemment. Mais on est moyen de base aussi. Hein. Habib Diarra, oui, j'aime beaucoup aussi Alfredo. Mais je crois qu'ils l'ont valorisé à plus de 25 millions à Strasbourg. Hein. Donc, Habib Diarra, c'est compliqué. Et Nkunku, bien sûr. Mais Nico, tu passes sans savoir qu'il joue à Chelsea. Et que ça vaut déjà 60, 70, 80. Voilà. Il n'y a quasi aucune équipe qui joue avec un 10. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai, Loïc Lucho. Il y a beaucoup d'équipes qui ne jouent plus avec un 10, effectivement. Le Real, à une époque pas si lointaine, l'année dernière, jouait avec Bellingham. Le Bayern joue avec Moussiala. Florian Wirtz, il me semble qu'il est souvent dans une position axiale, même si je vais pas regarder le Bayer Leverkusen cette année. Voilà, tu peux trouver des 10 quand même dans Manchester United joue avec un 10, même si c'était pas brillant avec Ten Hag. Voilà, il y en a qui jouent avec des 10. Il y en a qui jouent avec des 10. Mais c'est vrai que le 4-3-3 ou le 3-4-3 sans numéro 10 pur est en vogue. Savanier, alors Bubur, Savanier Prime, c'est-à-dire Savanier d'il y a 4-5 ans, tous les jours, évidemment, mais je pense qu'aujourd'hui, Savanier est devenu un joueur, je dirais pas lambda, mais il est rentré clairement dans le rang, Savanier. Hein. Savanier, il est vieux en plus, Savanier. Je regarde juste son âge, je pense qu'il a 32-33 ans. TJ, il a 32. Voilà, il est au crépuscule de sa carrière. Donc, CJ Savanier, non. Maintenant, non. Nanassi de Strasbourg. Ouais, Nanassi, mais c'est pareil, c'est plus côté pour moi, je crois. Nanassi qui côté gauche qui rentre intérieur, non? Peut-être j'ai pas assez vu, mais Brahim Diaz c'est bien, Alfredo effectivement. Sauf que je pense que Brahim Diaz il va jouer la phase retour avec le Real, notamment quand ils vont faire tourner pour la Ligue des Champions. Donc non. Le joueur de Brest qui a marqué contre nous au premier match. Qui c'est? Je l'ai pas. Qui a marqué? Del Castillo peut-être. Je sais plus qui a marqué pour Brest contre nous honnêtement. Cette frappe-là, je crois... Non, je sais plus qui c'est. C'est Madi Camara, peut-être. Ah, je sais plus qui marque contre nous. Vous savez, vous, qui a marqué contre nous pour Brest? C'est Camara. Merci à tous. Merci à Zi, à Morad, à Francky de Mars. Ouais, mais Madi Camara, c'est plus un 6-8 qu'un 8-10. Là, dans l'esprit, on cherche un 8-10. Moi, je suis pas persuadé que ça soit le profil recherché, mais Madi Camara, Marseillais en plus. Donc évidemment que ça pourrait être sympa, mais je pense que c'est pas le profil qu'on cherche. Didier est avec moi en ligne. Salut Didier. Oui, bonjour Romain. Comment ça va? C'est ton bonjour à toute l'équipe, ça va, très bien, je te remercie. C'est Didi, pas Didier, Didi, D-I-D-I. Ah ouais, on m'a encore dit n'importe quoi. Hein. Non, Didi, c'est très bien. Ça se ressemble, il n'y a pas de mal. Très bon surnom. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Didi? Alors moi, je suis éducateur. Je m'occupe de jeunes adolescents dans un foyer. Il y a du boulot. Il y a du boulot, effectivement. Tu peux confirmer. J'habite en région parisienne, hein. Je travaille en région parisienne. Il y a encore plus de boulot. Mais merci en tout cas d'être avec nous ce matin. Qu'est-ce que tu voulais nous dire? Merci à vous. L'OM ou pas d'ailleurs? Je voulais réagir un peu sur un peu le mercato, mais après, j'avais plutôt deux sujets. Bon, le mercato, parce que vous étiez en train d'en parler, là, j'étais en train de suivre l'émission. Et plus généralement, de début d'année, de Zerbi, de l'impatience que les supporters marseillais peuvent avoir sur des systèmes de jeu qui ne se mettent pas en place. Mais oui, déjà, je voulais réagir sur le mercato. Effectivement, tu as dit pas mal de choses qui ont dû fâcher certaines personnes sur le chat, j'ai vu. Moi, Cherki, je suis pas du tout d'accord avec toi sur Cherki. Pas de souci. C'est vrai que il a la patte le nez, mais c'est même pas ça qui me dérange le plus, même si ça déjà ça me dérange. Mais je pense que quand on a un club comme l'OM, on doit regarder au-delà des qualités de jeu, parce que Cherki a énormément de qualités de jeu, et ça je ne dément pas. Mais il faut aller voir aussi, je pense, le mental, le comportement et tout ce qui va avec. Quand je dis le mental, c'est pas forcément le mauvais comportement. Donc c'est pas que Cherki a forcément un mauvais comportement, mais je sais qu'il est très irrégulier.
Oui. Pardon de te couper, pour le coup, c'est vrai que on dit souvent le comportement de Cherki, mais il y a absolument rien là-dessus je me suis un peu renseigné, il y a absolument rien qui traîne autour d'un comportement mauvais de Cherki. Après le mental, vas-y, je te laisse Voilà. développer parce que c'est autre Voilà. Du chose. coup, quand j'ai eu comportement mauvais, c'est pas forcément comme pouvait l'être un peu un Ben Arfa ou qui pouvait refuser de rentrer quand Guéret voulait le faire rentrer à la mi-temps. Enfin, je parle pas de ce côté-là pour Cherki, mais il est très irrégulier. Mais je pense que c'est un problème mental avant tout. Je pense que c'est un peu un joueur qui marche aussi à l'affect et il y a plein d'autres choses. Et dans un club comme l'OM, je trouve ça compliqué. Je pense que c'est vraiment un aspect à prendre en compte pour les dirigeants et autres, de aller voir les qualités du joueur, ce qu'il peut apporter à l'équipe, mais est-ce qu'il a aussi le mental pour intégrer un club comme l'OM avec la pression et autres. Je prends un autre exemple qui est de Brassier. Quand j'ai lu l'article sur Phocéen il y a quelques jours d'un spécialiste de Brest qui disait qu'il avait mis 3 saisons avant de se mettre à Brest parce qu'il avait du mal au début à rentrer dans les plans et mentalement à s'y mettre, et qu'il a même pris un préparateur mental. Moi, si j'avais cette information avant le mercato, un Brassier, je l'aurais pas coaché sur ma liste. Et je pense que les dirigeants ont dû le voir sur la saison qu'il fait à Brest, qui a été énorme, mais sans regarder les antécédents. Et un joueur de ce profil-là, forcément, il va mettre du temps à exploser à l'OM. Peut-être qu'il va y arriver, mais il faudra qu'on lui laisse 3 saisons comme chance. Et je sais pas si on a cette patience à Marseille. Ballardi l'a eu. C'est l'un des rares. Mais, mais voilà, je pense que c'est important cet aspect mental quand on vient jouer à l'OM. Ouais, il l'a pas. Brassier l'a pas pour le moment. J'espère qu'ils vont me faire mentir les jours à venir. Non, mais sur le mental de Brassier, c'est compliqué d'avoir des antécédents puisque même s'il est formé à Rennes, ses premiers matchs de foot, il les joue à Brest. Donc tu peux pas te dire c'est l'adaptation puisque bon, en réalité, c'est juste qu'il a mis 3 ans à exploser. Mais il n'a pas eu un transfert à gérer, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu peux pas avoir avec un préparateur mental, quand même. Il a dû prendre un préparateur mental. Il y en a beaucoup qui en ont. Hein. Il y en a beaucoup qui en ont. Ils disent préparateurs mentaux, mais c'est souvent des psys. Hein. Voilà, clairement. Préparateur mental. C'est mon travail, je travaille dedans, donc je vois l'aspect psychologique, à quel point il peut être important. Je le vois comment, quand on n'est pas bien psychologiquement, comment ça peut impacter toute notre vie, que ce soit au travail ou autre. Donc c'est le plus important, et c'est Samir Nasri qui le disait, qui disait qu'aujourd'hui, s'il serait entraîneur, il miserait beaucoup sur pas que l'entraînement tactique de football, mais aussi sur beaucoup travailler le mental et la psychologie et autres, parce que c'est hyper important et on s'en rend pas compte et parfois on le met de côté. Et un club comme l'OM, je trouve qu'on est très touché par ça. Oui, après on est dans un contexte très différent. Jouer à l'OM, c'est regarde, il y a des émissions où on parle de Brassier tous les jours. Je pense pas que ce soit le cas à Brest. Donc évidemment que tu es dans un contexte, mais c'est comme si tu joues pour la pression, c'est comme si tu joues au Milan AC, à la Roma, au Real. Voilà, tu vas être épié tous les jours. Alors, on voit Mbappé au Real, il y a vraiment un problème mental aussi. On va voir. C'est ça. C'est ça. Mais après, je parle juste du niveau de pression des clubs. Je parle pas du niveau talentueux des clubs, malheureusement. On a Loïc qui me signale qu'on va avoir ces prochaines heures, ces prochains jours, rapidement, une interview d'ailleurs d'un préparateur mental. Donc ça va être très sympa. Donc je t'invite à regarder ça sur le phocéen.fr. Qu'est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Tu voudrais rajouter quelque chose? Oui, après ça fait plusieurs émissions que je regarde et puis je voulais en parler depuis longtemps. J'ai essayé d'appeler plusieurs fois, mais là après on est un peu moins dans le sujet, mais c'est vrai je pense que pour De Zerbi, il va falloir qu'on soit vraiment patient, et chose qu'on a du mal à être à Marseille. Mais le problème, c'est que quand il met Kondogbia derrière, que je voyais Seb qui n'est pas trop d'accord, mais qu'à chaque match en fait il change un nouveau truc. À un moment donné, je pense qu'il faut qu'il tente un truc, et même si ça marche pas sur un match, qu'il le laisse sur le long terme. On a besoin de voir plusieurs matchs, mais je sais qu'on n'a pas cette patience. Encore une fois, à Marseille, on veut des résultats tout de suite. Et moi, je pense que pour une fois, j'aimerais bien de la stabilité, et que là, l'entraîneur reste vraiment les 3 années qu'il a dit, et qu'on fasse un projet sur 3 ans et de voir où ça nous mène. Je suis totalement d'accord avec toi. Le seul truc, c'est que on a fait des investissements financiers assez lourds, donc même on est quand même assez, on est quand même assez obligé d'être 3 ou au pire 4, mais vraiment il faudra faire une grosse prépa cet été pour attaquer les matchs éliminatoires, les barrages, mais il y a ça quand même. C'est-à-dire que si on était dans un investissement cool, soft, avec des prêts, des joueurs un peu à faire progresser, des jeunes, tu vois, qu'on n'a pas payé très cher. Là, tu as pris des mecs, tu leur as dit le salaire l'année prochaine, il va presque doubler pour certains.
avec la Ligue des Champions, etc., etc. Si tu l'as pas, ça peut remettre Ouais, beaucoup de choses en question. J'entends Même tout si on ça, est ouais. indépendant Mais financièrement et que on a courte qui est solide. Mais bon. mais faut du temps pour ce genre de choses. Vous avez parlé, je crois, hier avec Arteta notamment, ou même Guardiola. Mhm. Enfin, c'est ce genre de truc tactique. Il y a besoin de temps. Quand j'ai regardé Arsenal PSG cette année, j'ai vu tous les coups de pied arrêtés de Arsenal étaient très dangereux et à chaque fois avec une tactique différente. Et je me dis pourquoi on en arrive à Arteta qui mette ça en place, à travailler à l'entraînement que des coups de pied arrêtés. Je veux dire, aujourd'hui, le web, on n'a pas le temps de travailler que des coups de pied arrêtés parce que déjà dans le jeu, on n'y est pas. Donc en fait, c'est par étapes. Mais du coup, pour en arriver là où il en est aujourd'hui Arteta avec Arsenal, c'est qu'il a la même équipe depuis 3-4 ans quasiment. C'est le même entraîneur et c'est la même vision de jeu. Et à un moment donné, une fois que c'est rentré le jeu, on travaille des coups de pied arrêtés, on travaille ci, on travaille ça, on travaille les pédos, on travaille autre chose, on travaille plein de choses autour. Mais ça, il faut du temps. Donc je suis d'accord qu'on ait pris de court financièrement, parce que peut-être Arsenal n'a pas ce même problème. Mais il faut du temps. Il faut laisser du temps. Et pour moi, le mercato, là, il faut même pas trop changer. Déjà, pour cet hiver, je vois que vous parlez de beaucoup de changements, mais je vois même pas changer quoi, en fait. Mais le seul pour moi, le seul changement qu'on doit avoir cet hiver, c'est un numéro 10 dans l'optique où on a pris Carboni pour concurrencer un rythme et qui s'est blessé. Donc là, oui, il nous manque un joueur à ce poste-là. Exactement. Ça, même Brassé, tout ça, je vais pas les changer pour le moment, c'est trop tôt. Non, mais moi je suis d'accord avec toi. Le seul truc, c'est si tu arrives à te séparer d'Mbemba et que tu prêtes Bamo Meïté, c'est pas interdit de prendre un bon défenseur aussi. Ah oui. Alors avec des départs, bien évidemment. S'il y a des départs, on pourra. Mais s'il n'y a pas de départ, pour moi, il n'y a pas de changement à part le numéro 10. Même l'attaquant, même Wahim Mopé, on va devoir s'en contenter cette année. C'est comme ça, on joue que la Ligue 1, on n'a pas besoin d'attirer tout de suite un top buteur. Et puis bon, 35 millions sur Wahid, de toute façon, on a déjà fait nos folies. C'est plutôt 25 plus quelques petits bonus. Mais merci en tout cas. Oui. Merci d'être passé nous voir, Didi. C'était très intéressant. Merci à vous de m'avoir accueilli. Merci à Loïc. Merci à toi, Romain, et à toute l'équipe. C'est un plaisir. Et c'est un plaisir de vous suivre. J'ai Twitch depuis quelques semaines. Là, c'est tout nouveau pour moi et je prends plaisir à vous regarder à chaque fois. Ok, écoute, avec grand plaisir. Merci pour ta fidélité courte mais plaisante. Merci à toi et à très vite. Je profite, vous voulez faire comme Didi, il vous reste encore un peu de temps si vous voulez passer. On va aller, on discute à bâton rompu. Solide, Didi nous dit Péta fail. Ouais, très bonne auditeur. Mais de toute façon, j'ai très peu de déception quand vous m'appelez. Hein. Souvent, je suis très satisfait et très heureux d'échanger avec vous parce qu'il y a de la pertinence, il y a de l'impertinence aussi parfois, et c'est très agréable. Voilà, vous avez le numéro qui s'affiche. Si on arrive à faire venir Pogba, on peut espérer avoir Griezmann qui est un ami de Pogba. Et si on avait Pogba, Griezmann, Rabiot, Greenwood. Non, mais il faut pas rêver. Je pense très honnêtement que ni Pogba ni Griezmann ne porteront le maillot de l'OM. Je serais très surpris sinon. Mais oui, après Pogba, il y a une relation amicale avec Benatia, donc c'est pas interdit, mais je pense que les deux, ils vont plutôt se diriger vers le bling-bling de la MLS. Même si je vois pas trop ce qu'il y a de bling-bling, à part le fait de parler américain, même si c'est sympa, hein. Ça c'est sûr, mais voilà. N'empêche, s'il est si prometteur que ça, faudra tester quelques minutes Robinho Vaz après sa suspension. On a le droit d'avoir nous aussi une pépite en réserve. Je suis assez d'accord avec ça, Sylvain, même si je pense que le programme c'est de le garder pour la saison prochaine, puisque cette année les jeunes qui sont mis en avant c'est ceux de la génération Gambardella, mais je suis quand même plutôt d'accord avec toi. Et effectivement, Cristobal, se faire prêter à Arda Güler, sinon ça serait vraiment cool. C'est vrai que si tu cherches un très bon numéro 10, lui il est vraiment très bon, mais voilà, je pense pas que ça sera pour nous s'il part en prêt, mais bon joueur. Griezmann, pourquoi pas? Le mec est fan de l'OM et on est encore sous la pédale parce que clairement, Griezmann, il se destine quand même à la MLS pour son après Atlético. Donc après, évidemment que tu peux l'appeler et lui dire Antoine, on a un truc sympa, viens. Ça peut peut-être fonctionner. Mais tiens, selon Fabrizio Romano, Patrick Vieira va devenir l'entraîneur du Genoa. Voilà, je vous le donne. Ancien coach de Ligue 1, champion du monde. On l'adore, Patrick Vieira. Le joueur, le coach a un peu plus de difficultés, mais c'est quand même solide ce qu'il fait à Crystal Palace. Nice et Strasbourg, ça me plaît un peu moins, mais coach solide. Il y
a pas de retard, Alex. Vous venez quand vous voulez, vous picorez, vous avez les replays, vous avez les podcasts. Il y a tout. Il faut de tout pour faire un monde. Il a dit que son dernier club en Europe serait l'Atlético. Oui, après les dires des joueurs, faut se méfier. Donc voilà. Oh, on a Néné en ligne. Malheureusement, c'est pas le Néné qui nous manque tous, mais ça sera un très gentil Néné, un très joli Néné. Ça va, Néné? Ça va et toi, Romain? Ça va. Je t'avais tendu une perche en m'entends? te disant ça va, Néné. Arrêtez de me demander si ça va. Dis-moi. Ça va, Romain, tu m'entends? Oui, très bien. Et toi? Ah, nickel. Ouais, super, super. Écoute, c'est pas le Néné de Paris, hein, c'est le Néné de Marseille. Vas-y, je t'en Allô? prie. Dis-nous ce que tu voulais. Dis-nous ce Alors, que tu voulais nous dire ce matin. Alors moi, je voulais parler vite fait de plusieurs choses. Déjà, je voulais parler en fait, qu'à chaque année, on perd nos cadres. Donc, nos cadres, surtout dans la personnalité. Moi, je parle de Mbemba, Guendouzi, etc. Et en fait, je me demande si à chaque fois, les joueurs, quand ils viennent, je me demande si c'est encourageant à chaque fois de vendre nos cadres. Oui. Est-ce que les joueurs se disent qu'ils ont une chance à chaque fois? Ouais. Déjà, non seulement ça, c'est les cadres dont tu parles. On peut parler de Guendouzi, effectivement, qui ressemble vraiment à ça. Mais on peut aussi parler des Sanchez que l'OM voulait garder, qui n'est pas resté, d'Aubameyang. Voilà, oui, effectivement, Mbemba, c'est vrai. Mais après, c'est la logique aussi de beaucoup de clubs intermédiaires, malheureusement. On n'est pas tu vois, bon, après, c'est vrai que Guendouzi, c'est différent parce que Guendouzi, c'est un peu nous qui l'avons foutu dehors. Donc, ouais. c'est différent. Mais après, tu vois, par exemple, Saliba, tu peux pas le garder. Il y a des logiques Saliba, économiques aussi. Et puis vois, même par Aubameyang exemple, avec une offre de l'Arabie Saoudite, tu peux pas lutter. Même si on se dit tous, évidemment, que Greenwood, Aubameyang, ça pouvait faire quelques étincelles. Après, par exemple, je pensais à Under. Je comprends pas pourquoi on l'a vendu, Under. Moi, j'aimais bien Under. En plus, si je dis pas de bêtises, Greenwood, il a pas de remplaçant là. Non, tu as raison. Voilà. Franchement, un petit Under avec Greenwood, je pense que ça aurait été pas mal. Après, à gauche, il y a Enrique Rowe. Mopé, Wai, allez, ça fait l'affaire. Mais je sais pas, je trouve que. Je sais pas, moi je suis pas. Par exemple, bon, Rongier revient de blessure, c'est autre chose. Mais je trouve qu'on recrute trop de joueurs, en fait, déjà, aussi. Je trouve qu'on recrute trop de joueurs à chaque fois. C'est vrai ce que tu dis. Après, j'ai déjà expliqué. Je te rends la parole juste après. C'est vrai qu'on recrute beaucoup de joueurs. Après, ça se justifie aussi souvent par la conjoncture du moment. C'est-à-dire qu'après avant Sampaoli, tu as une équipe. On recrute pour Sampaoli. Sampaoli s'en va. Tudor demande des joueurs un peu particuliers et écarte d'autres joueurs, type Gerson, qui veut absolument pas. Donc, tu es obligé de recruter. Tu reconstruis la défense. Après, une fois que la défense est reconstruite, l'année d'après, pour Marcelino, tu lui reconstruis son attaque avec Ndiaye, Sarr et tous les loupés qu'on a connus. Et puis là, tu sors d'une saison catastrophique et tu dis grand coup de balai, on dégage tout le monde. Donc évidemment qu'on recrute beaucoup et que c'est ce qui est reproché le plus à Longoria. Et tu as raison. Et moi aussi, bon, je comprends pas, moi aussi, les supporters, je comprends pas l'impatience, moi. Parce que en fait, on sait très bien, on sait très bien qu'on a un nouvel entraîneur, bon, comme chaque année, mais un nouvel entraîneur, un nouvel effectif. On est deuxième. Ok, des fois, il y a au niveau de l'envie du jeu, c'est pas terrible. Enfin, des fois, c'est voilà, mais bon, moi, je comprends pas pourquoi on se plaint. On n'est pas. Après, il y aura des changements, il y aura des ajustements, et là, on pourra voir. Moi, je pense que c'est très bien. Là, on est troisième, pas deuxième, on est troisième. Je pense que voilà, c'est juste la mentalité où les supporters ils marronnent un peu à domicile. Mais franchement, en vrai, il n'y a pas de quoi se plaindre. Hein. Il n'y a pas de quoi se plaindre, je pense. Faut juste attendre et voir. Faut attendre. Faut pas presser les joueurs, faut pas presser la direction et tout. Non, mais tu as raison. Après, c'est vrai que le problème majeur, c'est qu'on n'a pas de Coupe d'Europe, je le dis souvent, et que finalement, depuis, on est fin novembre,
L'OM aura joué que 5 fois au Vélodrome pour 3 immenses déceptions. Ouais. Celle contre Paris qui est Ouais. une parenthèse dans une saison, Ouais. mais qui est ultra décevante cette année. Et puis les 2 purges en Géocère. Donc sur 5 matchs, tu as 3 matchs catastrophiques. Plus Alors, le match de Nice où tu domines pas et le match de Reims où tu as Wai qui gaspille toutes les Ouais. occasions et tu gagnes pas. Tu as une victoire au Vélodrome sur les 5 matchs. Donc c'est vrai que l'impatience, comme tu le dis, évidemment, tu as raison. Après, le nerf de la guerre, c'est souvent le Vélodrome à l'OM. en fait, ouais, c'est que les joueurs, au lieu d'être, au lieu de sentir, une force en plus, j'ai l'impression qu'ils sont tétanisés, ouais. Qu'ils se sentent tétanisés. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est un problème de discours de l'entraîneur. Je sais pas. Je sais pas. Non, mais je crois que sais pas, je comprends pas. Je crois qu'il faut que tout le monde trouve la clé. Les joueurs trouvent la clé psychologique pour se lâcher parce que Greenwood est globalement, par exemple, bien meilleur à l'extérieur, qu'à domicile. Et puis De Zerbi, il faut peut-être qu'il trouve aussi la clé tactique, la clé d'approche. C'est-à-dire que peut-être qu'il va falloir remettre Rabiot milieu relayeur gauche, par exemple. Peut-être qu'il va falloir faire des choix un peu plus marqués sur l'identité des joueurs et leur demander et qu'à un moment donné, on approche les matchs avec une détermination importante, jouer un bloc défensif très haut et voilà, faire mal à l'adversaire. Mais ça, c'est des réglages à trouver. Et je te dis, il n'y a eu que 5 matchs, dont le match contre Paris. Donc, tu n'as pas eu beaucoup de temps non plus pour faire des réglages au Vélodrome. Par exemple, je parlais de tout à l'heure de cadre. Moi, honnêtement, Verretou, je l'aimais bien. Verretou, je le trouvais bon, moi. Je sais pas pourquoi on le vend. Moi, par exemple, Rabiot, Højbjerg, Verretou. Højbjerg est en 6, je pense. Enfin, ouais, et après, mais t'es défensif, Rabiot, là. et Verretou, moi, franchement, j'aurais aimé voir ça. Ouais, non, mais moi, ça me dérange pas qu'il soit parti. Tu sais, il avait un des plus gros salaires Un plafond de du verre. club. Comment? Un plafond de verre. Non, mais oui, déjà, mais je suis d'accord, c'est un très bon joueur. Je pense qu'il y avait un gros salaire, un joueur que tu voulais te débarrasser techniquement aussi, parce que je crois savoir que De Zerbi appréciait pas trop son style de jeu, même si effectivement c'est un bon joueur, hein, on va pas dire qu'il a été mauvais. Mais il me semble que c'est aussi une décision de Zerbi là-dedans. Et puis voilà, ouais, le salaire, la fin de contrat qui était dans 1 an si tu le faisais pas jouer 50% des matchs, auquel cas il y aurait eu une clause automatique de prolongation. Mais oui, Vertou, voilà, on est là-dedans. Et puis tu disais, je reviens sur ça, ce que tu disais tout à l'heure. Tu parlais d'Under. Under, il restait 2 ans de contrat. C'était le meilleur moment pour le vendre si tu voulais faire une plus-value, ce qui a été fait, ce qui est très rare à l'Olympique de Marseille, d'arriver à faire une plus-value et assez conséquente puisque tu l'avais acheté 7 millions et que tu l'as revendu 15. Donc pour l'instant, Under, c'est une des rares satisfactions en termes de plus-value de l'ère Longoria. Il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a eu 2 ou 3, mais celle-là, c'est une des rares. Une petite plus-value. Pour le coup, tu vois, en termes de timing, même si Under, c'est un joueur intéressant, je trouve qu'en termes de timing, c'était pas dérangeant qu'Under s'en aille parce que c'était le moment. Voilà, il avait fait deux saisons. Voilà. En tout cas, sur les finances, là, on est plutôt pas mal par rapport aux autres années, là, déjà. J'ai vu ça sur les réseaux. On est plutôt stable. Après, il faut voir l'année prochaine. Mais... c'est toujours là, pareil. On est bien revenu. Oui, parce que c'est vrai que le travail de fond entamé, là pour le coup, c'est vrai que Longoria et ses équipes, ils ont bien travaillé sur les finances, notamment sur comment faire rentrer de l'argent autrement que par les ventes de joueurs, etc. La billetterie cartonne, c'est plein à tous les matchs. Voilà, donc il y a un souffle fort. Il faut pas que ça s'estompe, mais c'est vrai qu'ils ont bien travaillé là-dessus. Les finances vont bien. Après. On n'aurait pas Frank McCourt, on aurait quelqu'un de beaucoup moins solide financièrement, on n'aurait pas cette équipe. On a un président qui met beaucoup d'argent et qui cet été en a mis beaucoup pour financer le mercato, De Zerbi, etc. Donc, Ok, et juste pour finir, je voulais parler du cas Mbemba aussi. Moi, je suis un peu dégoûté. Comment ? Vas-y, je t'écoute. Ouais, non, je voulais parler de Mbemba. Je suis un peu dégoûté qu'il soit mis de côté comme ça. Moi, je trouve qu'il a tout pareil. Lui, il a toujours mouillé le maillot, il a toujours tout donné. Je comprends pas pourquoi.
voilà, du mérite des joueurs, en gros. Le mérite des joueurs. Est-ce qu'il existe le mérite des joueurs? Non, mais après, tu sais, on est dans un foot. Je vais le citer, un de mes joueurs préférés, je rigole, Mbappé qui dit le football il a changé. Sur ça il a raison, sur ça il a totalement raison. Maintenant on est dans un football de contrat, même si il faudra faire attention à l'affaire Lassana Diarra qui est très complexe et qui pourrait changer les choses, mais on est dans un football de contrat. Le truc c'est qu'Mbemba il vaut, allez je vais le dire, une quinzaine de millions d'euros sur le marché, à mon avis. Ça, c'est juste mon avis perso. Et qu'il a 1 an de contrat. Alors, l'OM se dit quoi? Je le fais jouer et je le perds gratuitement, ou je le vends, même s'il part à 10 parce que je vais le mettre dans le loft, etc. C'est ça la stratégie de l'OM. C'est ce qui a marché sur Vertou, puisqu'on le vend à 7, on se débarrasse du salaire. Et juste sur Mbemba, oui, sportivement, on est tous d'accord, c'est rageant. Mais après, il faut aussi comprendre que c'est une politique de long terme. C'est-à-dire que si tu préviens un joueur en juillet, tu lui dis tu ne joueras pas, il te reste 1 an de contrat, on voudrait que tu partes pour qu'on fasse un transfert et que le joueur ne part pas, eh bien, à terme, maintenant, les prochains qui feront ça, ils savent qu'ils ne joueront pas de la saison parce que Mbemba n'aura pas joué de la saison et ils vont dire mais on s'est quand même pris Mbemba l'année dernière. Mais là, Mbemba, voilà. Son contrat se finit en 2025, c'est ça? Tout à fait. Oui. Et ils l'ont pas proposé de prolonger cet été, c'est ça? Ils l'ont prolongé, il a pas voulu ou... Bah après, je suis pas dans le secret des dossiers, mais je pense qu'avec l'agent, ça a dû en discuter et que l'agent a dit non, on part libre. Parce que évidemment que c'est une option qui aurait pu être envisagée de prolonger Mbemba. Je pense que De Zerbi aurait pas été contre, surtout vu comment il utilise Murillo la plupart du temps en défenseur qui reste bas et qui complète la défense centrale. Je pense évidemment que sportivement, il aurait pas été contre, mais c'est une décision de club et voilà, je te dis, sur l'avenir, elle te servira. Alors là, tu te sacrifies un Mbemba, ça fait mal, etc. C'est chiant. Mais sur l'avenir, sur les 2-3 prochaines saisons, quand on aura un joueur récalcitrant, on lui dira, mon collègue, si tu veux pas partir, tu joueras pas de la saison. Et on montrera qu'on a déjà été ferme. Donc après, évidemment, maintenant, si on a envie, on peut réintégrer Mbemba, mais je pense qu'on s'affaiblit si on fait ça sur l'image qu'on renvoie aux autres joueurs de l'effectif en disant, voilà, nous, si on vous veut plus, on vous veut plus. Je vois que ça parle de Pape Gueye. On était dans une situation très compliquée l'année dernière à Alfredo, où Jean-Louis Gasset arrive en pompier de service et où Jean-Louis Gasset, il veut Pape Gueye. Tu vas lui dire quoi, Jean-Louis Gasset? Tu vas lui dire, ah non, non, tu lui donnes son Pape Gueye, même si je n'ai pas trop compris pourquoi, mais tu lui donnes son Pape Gueye. C'est différent. Là, on est dans un projet long terme et moi, je pense que c'est malheureusement une décision à laquelle il faut pas qu'on soit... Mais je pense qu'il faut arrêter de se dire, et voilà, il carre Mbemba. En théorie, Mbemba, il devrait plus être dans l'effectif. La logique, c'est qu'Mbemba, il aurait dû partir et qu'il ne devrait plus être là comme un boulet dans l'effectif. Et le problème, c'est qu'il est encore là et qu'évidemment, et c'est normal parce qu'il a été marquant sur les 2 dernières saisons. C'est le 2e meilleur buteur de chacune des 2 dernières saisons, ce qui est quand même assez extraordinaire pour un défenseur. Donc évidemment qu'Mbemba, on se dit, mince, c'est dommage quoi. Mais en vrai, voilà, moi je considère personnellement qu'il est plus dans l'effectif. Voilà, je n'imagine même pas une seconde qu'il pourra avoir du temps de jeu. Ok, ça sera tout pour moi. En tout cas, merci beaucoup et allez l'OM. Allez, avec plaisir. Merci d'avoir passé quelques minutes en ma compagnie. Et puis juste, je réponds parce que vous parlez de Rabiot. Rabiot, ça me fait penser au deal qu'on avait fait avec Kolasinac. Kolasinac, il n'a jamais été question de le mettre dans un loft, de le pousser à partir. Il avait signé 1 an et demi. Il a fait son 1 an et demi et puis il est parti libre, même si l'OM voulait le prolonger à ce moment-là. Mais il y a des joueurs pour qui tu peux dire, quand tu le signes, l'argument c'est de dire « Ok, il n'y aura pas de souci, tu partiras libre. » Et je pense que Rabiot est dans cet état d'esprit-là. C'est Adrien, tu fais 2 ans avec nous et puis tu peux partir ou rester, si tu as envie de rester. Et voilà, je pense qu'évidemment Rabiot sera pas dans le loft l'année prochaine parce qu'il y a aucun intérêt contractuel à le faire. Tu vas pas te garder Rabiot juste 8 mois, tu as le plaisir de l'avoir, tu l'as eu pour 0, c'est différent. Même si Mbemba, t'aurais pu te dire la même chose, tu l'as eu pour 0, etc. Mais le projet c'était de le vendre parce qu'il a une belle valeur marchande et tu l'as pas fait, tout simplement. Est-ce qu'à l'instant T, c'est Foufa, je signerai pour la 4e place? Non, toujours pas. Moi, je suis plutôt confiant. Je suis confiant. Je suis persuadé que Monaco et Lille, avec l'enchaînement Ligue des Champions, je rappelle qu'ils vont certainement se qualifier entre la 9e et la 24e place de la Ligue des Champions, ce qui veut dire qu'ils joueront un barrage en février. Donc, ils s'affaibliront physiquement encore plus. Ils ont encore
donc 6 matchs de plus que nous à jouer en Ligue des Champions minimum, d'après mes calculs, puis peut-être même plus s'ils vont en 8e de finale. Donc voilà. Moi, il y a 2 saisons, c'est Under le deuxième meilleur buteur. Oui. C'est possible. Moi, je parle de la saison. La saison Tudor, c'est Mbemba. Et la saison Mbemba et Tavares, d'ailleurs. Et la saison Marcelino Enco, c'est Mbemba, le deuxième meilleur buteur. Donc non, moi je signe pas pour la 3e place, pour la 4e place, pardon. Maintenant, je vais signer pour la 3e parce que ça paraît compliqué de rattraper ce PSG là, malheureusement, qui ne laisse absolument aucune faille dans sa course en Ligue 1. Mais voilà. Donc oui, je pense que la 3e place, elle est jouable. Et je disais, Lille, Monaco, ça risque de perdre des plumes. Évidemment que Lyon, Nice, avec un parcours en Europa League que j'imagine pouvoir durer, même si Nice est pour l'instant hors des places qualificatives, mais je les crois capables de remonter dans le top 24. Donc là aussi, ça va perdre des plumes. Après, il reste qui en vrai, il reste personne de très dangereux à part ces équipes-là. Je pense qu'on a fait le tour. Rennes ne sera pas dangereux, je pense, même avec Sampaoli. Qui y a d'autres? Je sais même pas vous dire qui y a d'autres là comme ça, mais 4e place, saison ratée, ça c'est un autre débat. Moi je pense que oui, mais on nous dira le projet long terme, etc. On a réussi quand même à arriver 4e, la Ligue des Champions, possible les barrages, donc on verra. Moi je pense pas que ça serait considéré comme tel en interne, mais nous dans les analyses, je vous dirais oui. Voilà. Si Lille gagne la Ligue des Champions, ça libère une place de plus en Ligue des Champions. Il faudrait regarder les nouveaux statuts de la Ligue des Champions et regarder ce que ça donne, mais je ne crois pas. Lyon concurrent pour la 4e place. Bah écoute Didi, le truc c'est que Lyon, on va voir ce qui se passe au mercato d'hiver. Moi je les imaginais même candidats au podium, très honnêtement, Lyon. Mais on va voir ce qu'ils font. C'est sûr que s'ils perdent Cherki, Fofana et je disais tout à l'heure Maitland Niles par exemple, ouais, ils seront beaucoup plus loin que prévu. Et c'est vrai aussi, Jack de Saint-Champ, que si on ne règle pas le problème au VEL, on n'ira pas bien loin, évidemment. Évidemment, on est d'accord. Il y a plein de choses à régler. Et ce qui est bien, c'est qu'on est 3e avec plein de trucs qui nous énervent dans notre équipe. On a ce problème au VEL, on a nos attaquants qui marquent pas, notamment Wai, on a notre défense qu'on n'a toujours pas trouvée, on a Rabiot qui, à notre avis à tous quasiment, ne joue pas à son poste au milieu. Voilà, on a plein de choses qui nous énervent dans cet effectif. On a Harit évidemment qui énerve plus de 50% de nos lecteurs. On a Koné qui s'est pas encore affirmé. On a Enrique qui après un départ canon rentre un peu dans le rang. On a effectivement des débats, plein de déceptions. Le 2 Herbibol qu'on n'a pas totalement vu encore, qu'on a envie de... Et malgré tout ce qu'on dit là, on est 3e. Donc c'est ça, moi, qui me donne de l'espoir. Voilà, on serait 7 ou 8e avec ces circonstances-là. Je vous dirais peut-être 2 Herbis, je suis un peu inquiet. Je sais pas si ça va prendre, etc. Mais voilà. Pourquoi tu souris? Ils ont tapé le Real l'Atlético, rien n'est impossible. Oui, bien sûr, 1969, 84, 05. Évidemment. Rien n'est impossible. Mais moi, je vous le dis, Lille gagnera pas la Ligue des Champions. Par contre, un beau parcours, c'est tout à fait possible. Ça, par contre, rien n'est interdit. Mais je trouve qu'ils ont tellement de manque que d'envisager qu'ils puissent aller loin en Ligue des Champions me paraît saugrenu. Mais pourquoi pas? Eh bien voilà, je pense qu'on a fait... Non, mais voilà, cette histoire de Zambo Anguissa, Lyon, etc. Je vous dis juste un truc, Lyon ne pourra pas recruter cet hiver. Donc oubliez, ils vont prendre un tel, ils prendront personne. Ils prendront personne, ils sont dans une galère monstrueuse. Donc ils prendront vraiment personne. Merci les copains, j'ai même pas vu le temps passer. C'est midi, donc je vais libérer mon ami Loïc Lachaud, qui a encore beaucoup de pain sur la planche. Merci d'avoir suivi cette émission à tous. Je vous souhaite évidemment une très 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 belle journée sur le Phocéen. Et puis on se retrouve pour de nouveaux épisodes de l'OM au café, hein, manquez pas. Le prochain épisode c'est demain avec Slim Anayen qui sera avec vous pour cette émission. Et puis nous, quant à nous, on se retrouvera pas tout de suite. Il y aura le talk jeudi avec Sébastien Volpe et toute l'équipe. Il y aura bien sûr l'OM au café tous les jours à 11h. La conférence de presse sera à 14h vendredi.
pour l'Olympique de Marseille. Et puis, on se retrouvera pour nos 4 heures de direct le samedi à 16h autour de Lens Olympique de Marseille. On a déjà d'y être quand même parce que cette trêve internationale est plutôt longue. Je vous embrasse. Ciao.